Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Europe en 43 minutes, l'émission de la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val-de-Loire, qui est aussi un centre Europe Direct. Alors aujourd'hui, je reçois deux juristes de l'Université de Tours. Gwenola Varien, vous êtes maître de conférence en droit privé, vous êtes spécialisée en droit du travail. Bonjour Gwenola. Bonjour Christine. Merci d'être venue, d'avoir répondu à mon invitation. Et puis Emmanuel Aubin, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne et vous travaillez plus sur les problèmes de la fonction publique, de la citoyenneté, je crois. Merci à vous aussi. Bonjour, merci Christine. Merci d'avoir accepté tous les deux de venir. Et vous co-dirigez ensemble, vous êtes co-responsable d'un axe de recherche à l'université qui s'appelle Démocratie, Liberté, Politique sociale. C'est vaste programme. Alors, on va pas parler de l'axe de recherche aujourd'hui, mais c'est quand même un programme important. Alors, notre sujet aujourd'hui, je vous ai demandé de venir pour parler d'un sujet qui est très important, dont tout le monde parle, mais finalement sans tellement savoir ce que ça veut dire, c'est l'Europe sociale. Alors, l'Europe sociale, c'est un peu évoqué comme un mantra. Tout le monde en parle, mais finalement, personne ne sait ce que c'est. Donc, et finalement, ces deux mots accolés, on les accole pour l'Europe, alors qu'on ne le ferait pas forcément pour d'autres. Alors peut-être ma première question, bien, ce serait qu'est-ce que c'est que l'Europe sociale? Quel est son objet? Alors, Gwenola? Alors, qu'est-ce que c'est l'Europe sociale? J'aurais bien du mal à vous donner une réponse tranchée, efficace, courte, puisque effectivement, on a tendance à avoir du mal à saisir cette idée. On parle souvent de mythe de l'Europe sociale. Est-ce qu'elle existe? On a aussi l'idée du projet de l'Europe sociale. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est quelque chose qui existe avec des institutions qui incarnent cette Europe sociale? Est-ce qu'il y a une politique sociale européenne? À mon sens, dans l'idée d'Europe sociale, et on verra qu'il y a effectivement des éléments bien juridiques et concrets de l'existence de cette Europe sociale, il y a tout de même cette idée d'égalisation dans le progrès qui est inscrite dans les traités et d'objectifs d'amélioration des conditions de travail avec une idée de progrès. Alors, je vous interromps une seconde. C'est important, vous venez de dire un mot qui me résonne pour nos auditeurs. Dans les traités, c'est prévu. Le fait qu'on essaye de monter tout le monde au même niveau, c'est vraiment prévu dans les traités. Exactement, il y a cette idée d'égalisation dans le progrès et après on verra que la traduction concrète a été progressive et que au départ cette égalisation pouvait tout simplement résulter de l'intégration plus étroite des marchés des États membres et puis finalement progressivement s'est détaché l'idée qu'on pouvait avoir une vraie intégration sociale des États. Mais ça s'est fait progressivement. Donc on reviendra sur les questions historiques, mais ça n'a pas été non plus spontané. D'accord, merci. Alors, Emmanuel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous aussi, vous avez une définition à nous proposer pour répondre à ce que vient de dire Gwenola? Quelques bribes pour répondre à la lettre de commande d'abord. Alors pour compléter effectivement la première approche de Gwenola, on va présenter les choses précisément sous cet angle où il y a l'Europe sociale, c'est les travailleurs et puis c'est aussi les citoyens. Et Gwenola insistera davantage sur justement l'aspect des travailleurs, les relations sociales et moi de mon côté sur cette citoyenneté européenne. Alors, désolé, je suis un vil publiciste, alors c'est toujours vers la chose publique que je tends. Et je dirais, en fait, pour être bref, que l'Europe sociale, elle a toujours été dans l'ADN de la construction européenne, par l'intermédiaire notamment de la notion de solidarité. Et le mot solidarité, notre collègue Pierre-Yves Monjal l'avait bien montré, figure à de nombreuses reprises dans le préambule, dans le traité de Lisbonne, même dans la déclaration Schuman, la fameuse déclaration Schuman du 9 mai, il y a le mot solidarité et réalisation concrète qui permettra justement de tendre vers l'objectif d'égalisation des situations. Et comme on va le voir, en fait, cette Europe sociale, elle vient compléter, soutenir, inciter les politiques sociales des États membres sans contraindre. Donc c'est l'idée de convergence en fait qui caractérise l'Europe sociale et on va voir qu'il y a, je pense que c'est l'intérêt de l'émission, de nombreux outils dont on ne connaît même pas l'existence qui pourtant tous les jours concrètement modifient la situation soit des travailleurs ou soit des citoyens et citoyennes de l'Union.
Alors, merci bien de ce premier tour d'horizon. Donc, c'est rassurant quand on vous entend. L'Europe sociale, c'est une réalité qui a une existence, qui a un objet. Donc, c'est déjà important de le définir, qui a un objet à la fois, si je résume ce que vous venez de dire, sur les travailleurs et puis sur les citoyens de manière générale, qui s'intéressent donc à ces deux composantes de chaque individu, de chacun des individus de cette Europe, cette Union européenne. Alors, justement, un des éléments qui me paraît intéressant, c'est de voir comment, dans les traités, par exemple, ou dans la réalité, comment est fait ce lien entre l'Europe sociale, entre les citoyens, les droits sociaux des Européens. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur ce chapitre ? Oui, alors c'est vrai que dans les traités, il y a effectivement une compétence qui est prévue en matière sociale. Il y a un titre sur la politique sociale de l'Union européenne. Et effectivement, il y a cette double idée de préservation des modèles nationaux et en même temps de création d'un espace social européen. Cette compétence de l'Union européenne, elle est avant tout de garantir une coopération entre les États et puis aussi de prescrire, fixer des normes minimales dans tout un ensemble de domaines touchant aux conditions de travail, aux questions d'égalité des travailleurs. Donc vous avez une liste de domaines qui sont prévus en matière sociale et qui relèvent de la compétence de l'Union. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'Europe sociale. Donc, on vient de voir que cette Europe sociale, elle existe depuis les traités, depuis même le premier texte fondateur. Finalement, elle est en germe dans le premier texte fondateur. Le terme d'Europe sociale n'existe pas à cette époque-là, mais cette solidarité. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu finalement? Qu'est-ce qu'il y avait quand on parlait de solidarité? À quoi ça renvoyait? Parce qu'on était quand même dans une Europe dans un désastre absolu au moment de la déclaration Schuman. L'idée, c'était finalement de dire, d'abord prendre conscience que l'Europe ne se ferait pas d'un coup, mais qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, assurer une solidarité de production pour réduire le caractère belliqueux des Français et des Allemands, puisque tout était là en réalité aussi. Donc la solidarité s'était présentée comme un principe existentiel de l'Union européenne. Et au fur et à mesure des traités, comme ça vient d'être dit à l'instant, on a une montée en puissance en fait. Et l'apogée, ça a été le traité de Maastricht de 1993 qui a créé la citoyenneté européenne. Et à partir du moment où on a créé cette citoyenneté européenne qui existait dans le texte donc depuis 1993, eh bien, on s'est rendu compte que de plus en plus de droits sociaux allaient être reconnus par l'intermédiaire de la citoyenneté européenne. Donc il a fallu attendre un grand arrêt de la Cour de justice en 2001 pour qu'on donne un visage concret à cette dimension sociale de la citoyenneté européenne. Alors, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y avait une vraie volonté politique de la faire naître, ou est-ce qu'elle est née parce que l'Europe devenait de plus en plus grande, il y avait de plus en plus de monde? Est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'on peut mettre un nom ou un groupe de noms sur l'origine de cette Europe sociale? C'est une question que je me suis posée. On l'a trouvé déjà en germe, en fait. Par exemple, Koudenov-Kalergi, qui est un des pères fondateurs de l'Union européenne, évoquait cette nécessité. Celui que tout le monde oublie. Mais c'est ça, malheureusement. Je suis contente que vous en parliez, mon âme d'historienne. Malheureusement, ça fait plaisir. Et il insistait sur la nécessité de créer le lien social. Et puis après, c'est l'évidence ce désastre qui obligeait justement à faire table rase et à enfin construire une union. C'est la phrase de Jean Monnet, on ne coalise pas des États, on va unir des hommes. Et derrière cette idée, eh bien, il y a la notion de solidarité et on sent poindre la notion d'Europe sociale, malgré tout. Il y a quand même une difficulté aussi, au départ, qui est très présente, c'est quand même la question des conditions matérielles de production. Et ces conditions matérielles de production, elles sont liées aussi aux conditions de travail, au salaire, au coût du travail. Et donc on voit bien effectivement au départ que l'idée est tout de même que, effectivement, une fois qu'on aura cette intégration des marchés, va suivre le progrès social et l'amélioration des conditions de travail. Et progressivement, la question qui va quand même se poser, ça va être de voir qu'est-ce qu'on met dans cette idée de progrès.
Et comment on parvient à ce progrès. Et il va y avoir plusieurs éléments, parce que quand on va s'intéresser aux conditions matérielles de production, à un moment, on va basculer vers la question de l'emploi, c'est-à-dire que le social va devenir une question avant tout d'emploi. Et quand on va basculer sur la question de l'emploi, à un moment, on va aussi voir une idée où finalement le progrès social peut être un frein à l'emploi. Et là, on va avoir aussi des politiques d'un autre ordre sur la question de ce progrès de l'Europe sociale. Et la différence de niveau de vie entre les États va évidemment se retrouver au cœur de la question. Voilà. Quand on ouvre les frontières de l'Europe à de nouveaux entrants, et surtout après la chute du mur, forcément entre la Pologne des années 90 et aujourd'hui, on voit le changement. On peut dire tout à fait, pour aller dans ce sens-là, qu'il y a eu 2004, ça a été un moment important, parce qu'on a vu là la réticence quand même. Alors, la volonté d'élargir, c'est vrai, mais la réticence des États membres, qui s'est traduite par une directive d'avril 2004, qui quand même comporte un article qui peut choquer par rapport à l'esprit européen, qui précise que quand un citoyen européen vient circuler moins de 3 mois, il n'aura pas de droit social à faire valoir, parce que sinon il risque de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Donc c'est en 2004 qu'on voit apparaître la nécessité de lutter contre le tourisme social. Et donc là, il y a un virage qui est fait, un visage plus négatif de la citoyenneté européenne dans sa dimension sociale, en raison de l'élargissement. Oui. Alors, on va sans doute revenir là-dessus, mais je voudrais qu'on apporte peut-être un autre thème, c'est finalement quelles sont les compétences de l'Europe en matière sociale. Qu'est-ce qui est prévu de manière claire par les traités? Quelles sont ces compétences? Alors c'est un sujet important parce qu'on le voit là avec la crise du Covid où la santé n'était pas une compétence européenne et puis par la force des choses elle l'est devenue. Donc dans le domaine social, quelles sont les compétences précises de l'Europe? Alors il y a une liste des domaines d'intervention de l'Union et cette liste, elle comporte donc l'amélioration du milieu de travail en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat. Donc il y a une liste assez importante où l'idée est effectivement que l'Union européenne va devoir soutenir et compléter l'action des États membres. Donc sur cette base-là, on va avoir tout un ensemble de législations, de droits dérivés, de directives qui vont être adoptées pour permettre cette intervention et cette garantie d'éléments de normes minimales. Et à côté de cela, il faut voir tout de même que cette compétence, elle est limitée également, puisque normalement, il n'y a pas de compétences en matière de rémunération ou du droit de grève ou de droit d'association. Donc c'est non pas non plus une compétence illimitée qu'aurait l'Union européenne en matière de prescription de normes minimales. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi après-midi, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique, ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute ce samedi à 16h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Merci de revenir à l'Europe en 43 minutes. Donc, je vous rappelle que mes deux invités sont Gwenola Varguin et Emmanuel Aubin, qui sont tous les deux des juristes de l'Université de Tours et que je remercie d'être là. Alors, on était en train de parler des compétences de l'Europe en matière sociale. Donc, Emmanuel? Oui, alors tout à fait. Alors pour justement, c'est important parce qu'il y a effectivement les textes, la liste, les listes qui ont été rappelées, et puis il y a la méthode. Et l'Europe n'a pas une compétence de principe en matière sociale. C'est ce qu'on appelle souvent la subsidiarité, le mot qui avait sauvé le traité de Maastricht, comme on disait à l'époque. Et la méthode suivie, c'est souvent ce qu'on appelle la MOC, la méthode ouverte de coordination. Et ça consiste en fait pour l'Europe à accompagner, à susciter, à créer une convergence, mais à ne pas imposer en fait l'évolution des droits sociaux. Donc c'est une méthode qui est souple et qui est compatible avec
parfois, il faut bien le dire, un certain souverainisme des Et États des membres égoïsmes en la des matière et États. des égoïsmes en matière sociale. Oui. Alors, peut-être vous avez employé le mot de subsidiarité, ça serait peut-être bien d'en redonner une petite définition pour ceux de nos auditeurs qui auraient oublié la définition de ce mot clé fétiche de l'Union européenne. Oui, alors il avait été, c'est le pragmatisme anglo-saxon, Ouais. c'était John Major qui avait imposé ce mot qui en fait amène l'Union européenne, ou ça peut être une autre personne, mais là en l'occurrence on parle de l'Union européenne, à poser le principe que la décision doit être prise par l'échelon le plus pertinent, et l'échelon pertinent que l'on respecte, ce sont les États, et la subsidiarité, c'est l'idée selon laquelle on va œuvrer vers une norme commune si vraiment on s'aperçoit que la force collective va apporter un résultat plus satisfaisant, entre guillemets. Voilà, donc l'idée c'est d'intervenir après les États pour qu'il y ait quelque chose, une plus-value, une valeur ajoutée. C'est un peu le cas de la politique sur le Covid, là. Oui. Ça rentre. Oui. Je fais Oui. une petite Tout à fait. parenthèse, mais là, on a vraiment un exemple précis où finalement le niveau européen paraît plus opérationnel pour acheter des doses massivement. Enfin, on espérait massivement au début, mais c'est un peu ça. Et Oui. un des grands domaines, c'est la santé et la sécurité, même en matière de travail. Et l'Europe, notamment une grande directive en 89, qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, qui a apporté énormément en termes de modèle social concernant la protection des travailleurs. Et en France, ça a modifié l'approche qu'on a eue de la santé et de la sécurité au travail. Donc c'est un domaine où effectivement l'Union européenne a toujours eu un rôle assez essentiel. Et donc là, on le voit avec le Covid, on le verra, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais on a vu effectivement des dispositifs qui ont été guidés par l'enjeu de solidarité entre les États se mettre en place dans ce domaine de la... Alors, vous venez de dire que ça avait modifié notre approche. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette modification ? Eh bien, tout simplement, on est passé à une logique de prévention. C'est-à-dire que vraiment, le mot d'ordre de la directive de 89, c'était les dispositifs, les grands principes en matière de prévention. Et ça a amené le droit du travail français à axer son approche de la santé et de la sécurité au regard des questions de prévention et plus seulement de réparation quand il y a des accidents. Et donc, il y a eu toute une évolution ensuite de la façon dont on a appliqué le droit du travail en matière de santé et de sécurité en France sur les années 90-2000 dans la foulée de la transposition de cette directive. Donc c'est quelque chose de très important pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se dire que l'Europe sociale, c'est loin d'eux et tout. Non, voilà un domaine très très concret quand même. Et effectivement, le développement de la prévention. Alors maintenant, on a peut-être été quelquefois un peu loin, puisque maintenant on a peur de tout. Enfin, ça c'est mon impression, mais c'est quand même un élément important. Alors, donc, on était en train de voir, on avait vu un peu les grandes compétences, les compétences européennes en matière sociale, et justement, on pourrait peut-être passer aux grandes réalisations. Donc, on vient d'en voir une. Est-ce que l'un ou l'autre, quel est celui qui veut se lancer dans un petit peu les champs de compétences, les champs de réalisation de l'Europe sociale pour que on se rende compte finalement concrètement que c'est important, parce que c'est un peu notre but aujourd'hui, c'est de montrer que cette Europe sociale elle existe et qu'elle est importante pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, elle a été relancée là récemment avec la déclaration de Porto au mois de mai, là, il y a quelques jours, disant qu'il fallait relancer l'Europe sociale avec notamment le socle des droits sociaux qui avait été adopté en 2017. Et on sent que le contexte est effectivement favorable à ce que l'on appuie davantage, à ce que l'on mobilise davantage des outils. Alors, on peut parler des différents outils, effectivement, on en a inséré quelques-uns, mais je vais peut-être laisser Gwenola ouvrir le bal. Et puis ensuite, je prendrai le relais. D'accord, volontiers. Alors, Gwenola, pour les outils. Alors, c'est vrai qu'on a quand même l'approche par le biais de la législation, donc au niveau des directives qui ont été adoptées. Et c'est vrai qu'on a eu une période un peu, avec l'élargissement, un peu de stagnation. Et puis, effectivement, avec le socle européen des droits sociaux, qui est un instrument un peu, on va dire de compromis, où on réaffirme des principes, mais une volonté aussi de relancer l'Europe sociale. Et ça se traduit, par exemple, par l'adoption récemment d'une directive sur la transparence des conditions de travail, pour prendre en compte la question de la précarité au travail. On commence à avoir une approche européenne de la précarité du travail et ce qu'on appelle le travail atypique, c'est-à-dire différentes formes de travail qui va se réaliser, du travail salarié, mais avec des contrats
qui sont des contrats un peu particuliers, comme on appelle ça, par exemple, les zero-hour contracts. Alors, on n'a pas ça en France, ils avaient ça en Angleterre, mais des contrats 0 heure, où on ne sait pas pour combien de temps on s'engage, sur quelle durée du travail, mais ou des contrats tout simplement de très court terme. C'est un peu le cas aussi en Allemagne. Exactement. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et donc là, il y a eu très récemment une directive qui a été adoptée pour essayer de renforcer la transparence, l'information des travailleurs sur les conditions de travail. Alors, ça ne va pas non plus vers une harmonisation ou une interdiction de ce type de contrat ou une réglementation très stricte de ce type de contrat, parce qu'on a vu que la compétence de l'Union européenne, justement, était de compléter l'action des États, mais tout de même une volonté de prendre en charge cette question-là. On verra par la suite, il y a différents chantiers qui ont été relancés, mais il y a également, par exemple, si on prend le cas du Covid, quand même un très gros investissement qui a été fait pour justement permettre la prise en charge du chômage partiel et de la lutte contre le chômage dans le cadre de la crise sanitaire, qui a été fait par la création d'un nouveau mécanisme qui s'appelle le SURE, ou le SURE, donc SURE, et qui vise à atténuer les risques du chômage en situation de crise sanitaire, ou tout simplement, on va financer par le biais de prêts. Manifestement, ça peut aller jusqu'à 100 milliards d'euros, les dispositifs de chômage partiel des États membres. Oui, c'est quand même une politique très importante quand on regarde les chiffres, et c'est quand même loin d'être négligeable. J'allais dire, le Covid est tombé presque à point pour défendre l'Europe, pour promouvoir l'Europe sociale. C'est un peu du mauvais esprit que je fais. Je reconnais, mais un petit peu, ça fait du bien, Emmanuel. Alors, pour redonner un autre exemple, oui, parce que l'on parle de chiffres, il y a l'importance des fonds structurels, et notamment le Fonds social européen. Et le bilan a été fait sur la période de 2013 à 2020, et là il y a la projection 2021-2027, et sur la période justement de 2013 à 2020, par exemple, pour la France, c'est une enveloppe financière de 6,5 milliards d'euros dont a bénéficié la France, avec par exemple plus de 300 millions d'euros qui avaient été dédiés à l'initiative pour l'emploi des jeunes. Donc ça n'est pas négligeable. 43% des investissements que je viens de mentionner étaient destinés à des personnes qui bénéficiaient de minima sociaux. Donc il y avait un ciblage ici qui s'effectuait sur les personnes bénéficiaires de minima sociaux. C'est globalement plus de 22 000 opérations et 4 millions de personnes qui en France ont été concernées par des opérations mises en œuvre sur cette période jusqu'en 2020. Et quand on regarde maintenant sur la période qui va s'ouvrir, de 2021 à 2027, c'est plus de 100 milliards d'euros qui sont programmés avec l'initiative pour l'emploi des jeunes, le Fonds européen des aides pour l'aide aux plus démunis, et puis toujours ce Fonds social européen qui est géré alors maintenant en partie par les régions et en partie par l'État. Donc ça, concrètement, c'est des milliers d'opérations dont bénéficient les travailleurs, les personnes, souvent qui effectivement sont en situation difficile par rapport à l'emploi. Il y a un problème de communication de l'Europe là-dessus, non, quand même, parce qu'on le sait. On le sait quand on travaille dessus, mais on a l'impression que ça ne se sait pas vraiment. Et c'est quand même dommage, parce que c'est quand même des sommes considérables et beaucoup de gens concernés. Donc c'est un peu un des problèmes, non ? Oui, alors pour être tout à fait honnête, le dispositif de prise en charge, de financement par prêt de la prise en charge par les États du chômage partiel, moi je l'ai découvert en préparant l'émission, parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément d'éléments de communication sur ce dispositif-là, et quand on voit quand même les sommes en jeu, et aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui se traduit par l'émission de titres, d'obligations, on appelle ça, qui sont des obligations sociales. Donc on a aussi en matière financière finalement une action assez intéressante. Et ça, je pense que très peu de gens savent qu'il y a cette... Oui, moi la première d'ailleurs. Ouais, ça serait intéressant peut-être que vous expliquiez finalement, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que l'Europe finance le chômage partiel dans toute l'Europe ?
C'est exactement, c'est-à-dire que c'est un soutien financier de 90 milliards d'euros, alors qui peut aller jusqu'à 100 milliards, pour là, a priori 18 États, mais c'est des prêts qui sont... Les États qui ont l'euro. Voilà, qui sont des prêts qui sont accordés. Oui, ce sont les fameux prêts accordés, d'accord. Oui. Et ça finance évidemment une grosse partie du chômage partiel. Donc c'est quand même un élément vraiment quotidien aujourd'hui qui résonne particulièrement. Tout à fait. Et il y a un autre élément aussi. Quand il y a des catastrophes naturelles, et malheureusement il y en a, y compris en France, des inondations, on parle toujours l'État va débloquer, mais on ne dit jamais qu'il y a un fonds social de l'Union européenne qui apporte une aide. En 2002, lorsqu'il y a eu les inondations dans le Gard, ce fonds a versé 21 millions d'euros à la France. Quand même. Oui. Et ça, on ne l'a pas dit. Non. Donc, sur ce fonds social de l'Union européenne, il a été mobilisé justement pour des pays de l'Est, pour la France, pour l'Allemagne, quand il y a eu des catastrophes naturelles. Et ce fonds-là a été mobilisé également pour lutter contre les conséquences de la Covid-19. Aucune information sur cette question-là. Alors que, en réponse à cette pandémie, le fonds a immédiatement débloqué 3 milliards d'euros. Heureusement qu'on est là pour faire de la pub pour ça, pour en parler, parce que sinon, c'est dramatique. Alors, nous venons d'écouter Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. C'était vraiment de saison par rapport à l'Europe sociale. Alors, merci je crois que c'est Gwenola qui nous l'a proposé. Merci à elle. C'est fait du bien de réentendre ça. Alors, on va peut-être revenir pour cette dernière partie de l'émission sur les grands enjeux de cette Europe sociale. Comment vous les classeriez parce que je pense qu'il y a deux niveaux. On a abordé ça au début, le niveau des travailleurs, qui est évidemment tout à fait important, mais il y a aussi tous les citoyens, finalement, de l'Europe. Donc, peut-être voir un petit peu l'un et l'autre, comment on peut... quels sont les enjeux de cette Europe ? Oui, alors il y a par rapport aux travailleurs, il y a un enjeu fondamental qui a toujours été présent, ce qui est la question de la mobilité des travailleurs, la libre circulation des travailleurs, et à côté de ça, des enjeux un peu plus récents maintenant qui sont affichés, sur lesquels on reviendra, la transition écologique, la question du numérique. Et du travail avec les plateformes numériques. Donc il y a des nouveaux enjeux, mais un enjeu qui a toujours été présent, c'est la circulation des travailleurs. Et le détachement de travailleurs, c'est une déclinaison de cette question de la circulation des travailleurs. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet très sensible, le détachement de travailleurs, parce qu'en fait, c'est une situation où vous allez avoir une entreprise qui est implantée dans un État membre qui va détacher des travailleurs dans une entreprise implantée dans un autre État membre. Oui. Et la question qui va se poser, c'est de savoir... à quelles conditions de travail on va soumettre ce travailleur détaché? Est-ce qu'on le soumet aux conditions de l'état d'accueil ou est-ce qu'on le soumet aux conditions de l'état d'origine? Et donc là-dessus, vous avez un système qui est prévu par les directives européennes sur le détachement de travailleurs qui prévoit que votre système de sécurité sociale, c'est celui du pays d'origine. Alors, je vais schématiser, mais c'est quand même ça. Et donc, les cotisations sociales, ça va être celles du pays d'origine. Par contre, les conditions de travail... en dehors de cette question de cotisation, de sécurité sociale, ça va être celle du pays d'accueil, mais à certaines conditions. Donc, c'est pas non plus la totalité. C'est pas non plus total. Non. Et cette question du détachement, c'est un sujet extrêmement sensible parce que faut voir que statistiquement, c'est pas énorme. Par rapport au nombre de travailleurs européens, le nombre de travailleurs détachés, c'est pas une proportion statistique extrêmement importante. Mais on estime tout de même que cela se concentre dans certains secteurs et sur certains territoires. C'est-à-dire que du coup, c'est très localisé et c'est très ciblé sur des domaines d'activité. Par exemple, la construction, puisqu'on estime à peu près à 47% des certificats de détachement délivrés dans le domaine de la construction. Et donc là, vous avez un vrai enjeu qui est celui des conditions de travail et de concurrence équitables en matière sociale. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez... À un moment, on l'a vu sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, vous pouviez vous retrouver sur une chaîne de montage avec à votre côté un travailleur détaché qui, lui, coûtait bien moins cher que vous. Oui. Et vous faisiez le même travail. Donc ça, c'est une vraie problématique puisque certains secteurs d'activité ont vraiment souffert de cette situation. Il y a eu une évolution
La directive détachement a été modifiée sous l'influence justement de la France et également de l'Allemagne, avec la résistance de la Pologne et de la Hongrie, qui ont même attaqué la directive dans sa nouvelle version. Mais on a une amélioration qui est guidée par l'idée d'égalité de traitement, puisque c'est ça aussi qui est moteur dans la question de la libre circulation, c'est la question de l'égalité de traitement. Oui, parce que si mon travailleur peut détacher sur ma chaîne de montage, il est moins payé, mais il est moins couvert aussi par la sécurité sociale, en cas notamment d'accident du travail et compagnie. Exactement. C'est ça aussi derrière. Donc, voilà. C'est pas simplement le problème de la rémunération, qui est bien sûr important, mais il y a aussi, pour que tout le monde soit bien au clair, il y a aussi derrière toute la partie sécurité sociale, et qui est quand même essentielle. Qui est cruciale. Oui. Et pour les citoyens, alors ? Alors, il y a deux mots qui sont inscrits, j'allais dire, depuis maintenant 2010. 2010 avait été l'année de la pauvreté. Et la Commission européenne avait mis en place des actions concrètes pour réduire cette pauvreté sur 10 ans. Et maintenant, on a mis 2030, puisque la Covid est passée par là. Et donc, il y a la lutte contre la pauvreté. Il y a une paupérisation croissante, quoi qu'on en dise, dans l'Union européenne. D'ici 2030, l'Union européenne se fixe comme objectif de réduire de 15 millions le nombre de personnes qui risquent de sombrer dans l'exclusion sociale. Et, j'allais dire de façon logique par rapport à la lutte contre la pauvreté, il y a cet objectif d'avoir alors le mot est un peu, on l'utilise souvent de façon galvaudée, mais au sein de l'Union européenne, c'est un mot important, l'inclusion sociale. Un citoyen ne peut exercer sa citoyenneté que s'il est inclus dans la société. Et donc là, il y a énormément de choses qui sont faites, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées. Gwenola évoquait tout à l'heure le numérique. Le lien entre le vieillissement de la société en Europe et puis la mobilisation, malheureusement la Covid-19 l'a montré, l'importance de ne pas couper les individus des leurs. C'est ça aussi la citoyenneté, ne pas exclure des catégories de personnes. Donc là, il y a des textes, et notamment le socle des droits sociaux dont on parlait tout à l'heure, qui a été rappelé au sommet de Porto il y a quelques jours, ce sommet social, où très clairement on a dit qu'il fallait avoir une meilleure protection, une meilleure inclusion sociale dans l'Union européenne d'ici 2030. Oui, vaste programme. Vaste programme, parce que 2030, c'est demain. Et finalement, c'est même un peu terrible de se dire qu'on a l'objectif, c'est réduire la pauvreté, ce qui veut dire que finalement, on a quand même une pauvreté importante dans cette Union européenne, qui malgré tout est quand même parmi les pays les plus riches, les endroits les plus riches du monde. C'est quand même un sujet de réflexion finalement pour les citoyens que nous sommes tous. Tout à fait, avec des freins qu'a rappelé Gwenola tout à l'heure. Les écarts avec, il ne faut pas sombrer dans la diabolisation, mais quand même, certains États d'Europe centrale et orientale ont bloqué notamment la Pologne, pour le plan de relance, et il a fallu entamer un bras de fer juridique qui va être réglé par la Cour de justice dans les mois qui viennent sur ces questions. On va revenir dessus. Alors, nous revenons à l'Europe en 43 minutes, à ce problème de l'Europe sociale. Donc, des enjeux qu'on vient de voir, on en a listé quelques-uns, il y en a bien sûr d'autres, mais je voudrais aussi, puisque vous venez d'aborder un peu ce sujet, voir les limites et les résistances finalement. L'Union européenne, c'est pas une histoire rose et linéaire. Nous le savons tous. Il y a des États avec lesquels les choses se passent pas toujours très bien. La Pologne, par ne pas la citer, ou la Hongrie, vous l'avez cité tout à l'heure. Et finalement, alors pourquoi ces États résistent-ils comme ça à cette Europe sociale ? Quelles sont les limites de notre Europe sociale ? Il y a une phrase du Premier ministre tchèque, pour ne pas le citer, en disant on n'a pas quitté l'Union soviétique pour tomber dans un autre empire qui bride un peu nos libertés. Donc il y a finalement quelque part aussi un peu ce sentiment qu'il ne faut pas aller chatouiller de trop près la façon dont certains pays veulent administrer, gouverner leurs citoyens. Et quelque part, le mot solidarité imposée rappelle peut-être des mauvais souvenirs. Bon, disons aussi les choses clairement, on n'a pas affaire à des États qui respectent les principes et les valeurs de l'Union européenne, et que l'Europe a été attaquée sur ce terrain-là. Il y a une réaction saine de la Commission qui a réussi à imposer dans le plan de relance des 750 milliards d'euros, qui est un plan inédit, le fait que pour bénéficier de ces fonds, il faudra, je cite, l'accès au financement est conditionné au respect de l'état de droit et des valeurs fondamentales.
de l'Union européenne. Et où là, on a deux responsables, deux chefs de gouvernement de deux pays, qui sont ceux qu'on a mentionnés, qui contestaient même le fait que l'état de droit soit quelque chose de juridique. Ils disaient que l'Europe allait trop loin et que finalement la souveraineté n'avait pas de prix et qu'il bloquerait en quelque sorte aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Finalement, ça s'est débloqué. Je laisserai Gwenola après son terrain-là, mais ça s'est débloqué moyennant un arrangement, puisque la Pologne, pour ne pas la citer, a bien compris aussi que dans les fonds, elle allait bénéficier, elle allait se priver de fonds, et ça, c'était impossible d'expliquer aux citoyens de renoncer à l'aide européenne liée à la Covid-19. Donc il y a vraiment eu ce frein. Et on a trouvé une espèce de compromis pour dire on va laisser le juge gérer cela. Et donc, les deux États concernés ont saisi la Cour de justice le 11 mars dernier pour qu'elle dise s'il est légal, au regard du droit de l'Union, de conditionner les aides financières au respect de la démocratie. Ouais, suspense. On aura un bel arrêt ici. Oui. Il faudra inviter le professeur Mongeal pour commenter. Je crois que j'ai une émission toute prête là. Oui. Oui, alors moi forcément j'ai un champ de vision un peu plus restreint puisque je suis vraiment sur les questions de travail salarié, mais c'est vrai que à mon sens la question du détachement a été vraiment cruciale dans la perception aussi de la question de l'Europe sociale. On a eu deux grands arrêts qui sont connus par tous les travaillistes qui s'intéressent à l'Europe dans tous les États membres. Ce sont les arrêts dits Laval et Viking qui datent de 2007 où voilà la Cour de justice de l'Union européenne a quand même fait prévaloir cette libre prestation de services, cette liberté d'établissement sur le droit de grève, où elle a dit que finalement, oui, si votre action collective porte atteinte de façon excessive à la libre prestation de services, eh bien, voilà, encore faut-il que vous ayez vraiment un but légitime et vouloir faire appliquer la convention collective pour le secteur en question, pour le salaire minimal, pas vraiment valable. Ça, c'est 2007. Ça a mangé vraiment la figure de l'Europe sociale. C'est Laval et Viking, c'était bon. Maintenant, c'était en 2007. Il y a eu une évolution et effectivement, d'où la question de réformer cette directive détachement. Il y a toujours cette idée de libre prestation de service, effectivement, mais d'arriver à des conditions plus équitable. Et c'est d'ailleurs, ça a été rappelé par la Commission européenne là au sommet de Porto, où parmi les réalisations faites sur le fondement du socle européen des droits sociaux a été mis en avant garantir une mobilité équitable de la main-d'œuvre au sein de l'Union européenne. Et on sait que le Brexit a aussi surfé sur cette question, où vous avez des entreprises britanniques, où vous aviez une proportion de travailleurs détachés extrêmement importante des pays de l'Est. Donc ça, c'est un sujet particulièrement sensible. Et là, on a une évolution assez importante tout de même en termes de prise de conscience de la nécessité de modifier quelque peu le visage de l'Europe sociale sur cette question. Et le Brexit a joué quand même un rôle important, parce que effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions, de savoir est-ce qu'on reste travailler en Grande-Bretagne, on rentre. C'est une question qui est vraiment de saison. Alors oui, effectivement, et ça a toujours été de toute façon une problématique de savoir comment faire grossir cette Europe sociale ou faire avancer dans l'Europe sociale avec le Royaume-Uni qui était un frein assez important. Oui. Alors il nous reste en fait 2 minutes pour finir et peut-être. Si vous deviez vendre l'Europe sociale, là on fait de la pub pour l'Europe sociale tous les trois, comment d'une formule finalement, pourquoi il faut y croire à cette Europe sociale, Emmanuel? Difficile, mais j'aime bien les challenges. Que finalement il y a une invisibilité de cette Europe sociale, mais cette Europe sociale, sans qu'on le sache, elle a contribué à améliorer tout de même de façon considérable les conditions de vie dans l'Union européenne et surtout, elle a contribué à une meilleure inclusion. Et ça, on ne réfléchit pas assez par rapport à cette inclusion. On a souvent tendance, tout particulièrement en France, où on se plaint souvent. C'est un sport national, c'est pour ça qu'on nous aime et qu'on nous déteste en même temps. L'attraction-répulsion, l'Europe c'est pareil. Elle attire comme il y a cette répulsion aussi, parce qu'on la rend responsable de tous les maux sur le terrain social, alors qu'en réalité, elle améliore la situation des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui recherchent un emploi. Elle rend possible la structuration de projets. Donc, que l'Europe soit plus visible sur le terrain social.
belle défense. Gwenola. Oui, alors en quelques mots, parce que c'est vrai que effectivement, je suis aussi sur le doute incarné, mais je pense que l'idée, c'est quand même effectivement et toujours la solidarité et que la mutualisation des moyens, c'est ce qui garantit l'effectivité de la solidarité. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Moi, je retiens que cette invisibilité, on vient d'essayer de la nettoyer, de mettre en valeur cette Europe sociale. Je vous remercie et je vous souhaite à tous nos auditeurs, je souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle émission de l'Europe en 43 minutes. Au revoir, merci.